Allez, on reprend et on va parler des sarcomes osseux et des sarcomes des tissus mous, à la fois dans le monde adulte et pédiatrique. Et j'ai avec moi Benjamin et Samuel. On commence avec toi, Benjamin. C'est ça, pardon. Merci Karim. Bonjour à tous. Alors, l'actualité des sarcomes à l'ASCO. On va parler surtout d'immunothérapie. Petit retour en arrière de l'année dernière, on vous avait présenté cet essai intéressant SPERED 2 qui utilisait une technologie TCR, c'est-à-dire les lymphocytes T recombinés, c'est-à-dire qu'on prélève au préalable les lymphocytes T du patient. Par technique de transfection, on va leur faire exprimer un TCR d'intérêt qui va reconnaître l'antigène qu'on a envie qu'ils reconnaissent. Le petit bémol de ce genre de technologie, c'est que c'est dépendant du système HLA et que ce n'est pas adaptable à chaque patient. On avait déjà des données intéressantes dans le synovialosarcome et le liposarcome myxoïde. Et effectivement, ça se confirme à l'ASCO de cette année, avec une première étude d'une équipe chinoise cette fois, qui a évalué cet outil TCR dans, alors ils disent sarcome indifférencié, en fait c'était beaucoup de synovialosarcome comme on va le voir. Alors dans ce cas-là, l'antigène d'intérêt est le NY-ESO1, qui est un antigène tumoral assez classique, initialement d'ailleurs décrit dans les tumeurs testiculaires. Il cible une population HLA-A 021. Et il sélectionnait des sarcomes qui exprimaient dans plus de 20% le NY-ESO1. En termes de schéma d'administration, donc un mois au préalable du traitement, il y avait un prélèvement des lymphocytes T, puis ils étaient ingénérés. Il y avait une chimiothérapie lymphodéplétive loin d'être anodine. On parle de fludarabine 20 mg m² pendant 3 jours et d'endoxan 15 mg kg par jour pendant 3 jours. À 7 jours après la chimiothérapie lymphodéplétive, étaient réinjectés les lymphocytes T. Alors, en termes de recrutement, comme je vous le disais, beaucoup de synovialosarcomes pré-traités comme les standards avec soit des TKI, anthracycline ifosfamide. La plupart étaient en troisième ligne et avaient même reçu du re-challenge d'ifosfamide, donc des contextes résistants aux alkylants. Et voici le taux de réponse, 41% de réponse partielle. Alors vous allez me dire, les mauvaises langues vont tout de suite dire oui, mais un synovialosarcome qui répond à de l'endoxan forte dose, c'est pas un scoop. Oui, mais les réponses sont prolongées. Chez les patients qui répondent, on a une médiane de durée de réponse qui va dépasser l'année. Une médiane de PFS à 7,2 mois. Et encore une fois, c'était des patients quand même pré-traités par ifosfamide et décrits comme résistants. Un exemple ici, patient de 42 ans avec un volumineux synovialosarcome de l'épaule et des métastases pulmonaires qui, un an après l'administration des TCR, est toujours en réponse. En termes d'effets secondaires, des cytopénies effectivement, et sinon quelques cytokine release syndrome, syndrome de relâchage de cytokines, rarement grave, dans 17% des cas de grade 2, donc gérable. Et plutôt à type de syndrome général, oui, avec type de fièvre, frissons, qui sont généralement, je ne peux pas rentrer en détail, mais qui arrivent dans les 3 jours qui suivent l'administration et résolutifs, sans qu'il y ait forcément nécessité d'utiliser des traitements un peu complexes comme le tocilizumab. Deuxième étude, cette fois-ci d'une équipe américaine qui s'intéresse au liposarcome myxoïde. Même antigène, même technologie de TCR. Cette fois-ci, un peu plus de chance pour les patients. On prend des HLA 2,1, 2,5 et 2,6, donc un peu plus large. Une expression de plus de 30% de l'antigène tumoral. Et de la même façon, 2 schémas d'administration de chimiothérapie lymphodéplétive étaient évalués. Toujours fludarabine, cyclophosphamide. Comme vous voyez, des bonnes doses, 1800 mg m² J1, J2, J3. Il y avait une autre cohorte qui utilisait un schéma encore plus forte dose avec fludarabine 120 mg m² et cyclophosphamide 2700 mg m². C'est loin d'être anodin. En termes de screening, alors entre le moment où les patients sont éligibles et où on screen le HLA et l'expression ESO-Y, on perd la moitié des patients. Il reste finalement qu'un tiers qui peut être effectivement inclus dans l'étude, donc ce n'est pas donné à chaque patient. En termes de population incluse, donc c'était essentiellement des patients effectivement pré-traités qui avaient reçu de la chimiothérapie à base de doxorubicine et de la trabectidine.
Et encore une fois, quelques réponses, 20%, un taux de réponse, un ORR pardon, à 20%, une médiane de PFS à 5,3 mois, donc des réponses peut-être un peu moins prolongées. Par contre, lorsqu'on va regarder dans la cohorte forte dose, on augmente le taux de réponse, 40%, et des médianes de PFS, donc des réponses qui prolongent dans le temps à plus de 8 mois. Plus attendu qu'un traitement par chimio seul. Et si tu reviens sur la diapo suivante, on a l'impression que certains patients sont en cours et n'ont pas encore progressé, c'est ça? Les patients à droite. Tout à fait. Ouais. Donc avec des réponses prolongées. Suivi qui est encore un peu court. Ce qui est l'information essentielle de ce genre de traitement, parce que qu'on ait des réponses tumorales précoces après avoir fait une chimiothérapie forte dose, même si c'est qu'une cure, c'est pas quelque chose de totalement surprenant. La vraie indication, c'est la durée de réponse qui se prolonge dans le temps. En termes d'effets secondaires, également des syndromes de relâchage de cytokines dans près d'un tiers des cas, avec dans ce cas-là 30% de grade 3, donc un peu plus intense, et un décès toxique dans la cohorte 1 par arrêt cardiaque, donc des traitements qui sont quand même à manier avec précaution. C'était une population très jeune, j'ai pas fait attention à la médiane est aux alentours de 50 ans, donc pas ni jeune ni vieille. Très jeune, tu veux dire. On est loin d'Aster, oui. Autre petite actualité sur l'immunothérapie en contexte néoadjuvant dans les sarcomes indifférenciés et les liposarcomes dédifférenciés. Brièvement sur le design, 2 cohortes, liposarcome dédifférencié où on randomise niveau versus niveau IPI, 3 injections puis on opère avec des prélèvements séquentiels pour faire des biomarqueurs, et sarcome indifférencié, la même chose mais on rajoute la radiothérapie. Petite cohorte, 27 patients au total. Dans les liposarcomes dédifférenciés, beaucoup de deuxième rechute. Ce n'étaient pas des sarcomes en première prise en charge. Ces auteurs qui nous donnent ces indications sur le taux de réponse évalué en termes de pourcentage de nécrose, qui est un peu surprenant. Bon, on voit effectivement que dans les UPS qui ont été irradiés, il y a de la nécrose tumorale. Spontanément, avec l'immunosol, peu de nécrose tumorale dans les sarcomes dédifférenciés, les liposarcomes dédifférenciés. La vraie information, c'est ça. Ça nous renvoie à ce qu'on avait déjà parlé il y a un an, c'est les fameux TLS, tertiary lymphoid structure, qui sont des TILS organisés en structure quasiment ganglionnaire qu'on retrouve dans le stroma tumoral et qui, en contexte néoadjuvant, sont prédictifs de réponse à l'immunothérapie, comme on a pu le voir en contexte métastatique. Ça se confirme. Bien sûr, c'est à confirmer dans des études de plus grand volume. Et un dernier petit mot sur les anti-MDM2. Il y en a déjà beaucoup qui ont été développés. C'est jamais allé très très loin dans les phases 3 du fait de problèmes de toxicité. On revient sur ça avec un MDM2 de Boehringer. Donc MDM2 qui est le contrôleur négatif de TP53. Dans cet essai, on sélectionne des sarcomes, des liposarcomes non mutés TP53, 2 cohortes avec 2 niveaux de dose, peu importe. Juste pour dire qu'il y a un petit taux de réponse, 12%, une médiane de PFS à 8 mois, ce qui est plutôt intéressant et encourageant, et des réponses également dans des liposarcomes différenciés pour lesquels nos chimiothérapies standards ne marchent absolument pas et pour lesquels on est très démunis. Et disons que ça leur suffit à aller en phase 3, puisqu'une phase 3 va bientôt ouvrir en comparaison avec la doxorubicine. Donc sur ces petites données, Boehringer va jusqu'à la phase 3. En termes de toxicité, rien de rédhibitoire, quelques nausées et des thrombopénies. Pas de biomarqueurs prédictifs? Non, si ce n'est que lorsqu'on sélectionne des tumeurs non mutées TP53, il y a plus de chances effectivement que MDM2 fonctionne, notamment parce que il n'y a pas de dérégulation du cycle cellulaire. Alors après, les liposarcomes sont caractérisés par des amplifications de MDM2, donc il y a quand même un rationnel biologique à targeter MDM2. Super. On passe du coup aux enfants. Alors ça va être enfants et adolescents, hein. Samuel Abouche, je suis un pédiatre oncologue ici. Alors, je voulais parler un petit peu de Récure. Donc, Récure, c'était une bonne idée initialement. Récure, c'est un essai qui évalue pas vraiment des nouveaux médicaments, qui évalue des chimiothérapies. Donc, on a topocyclo en premier, irinotécan, temozolomide en deuxième, gemcitabine, doxorubicine et ifosfamide haute dose en monothérapie. Ce qui était intéressant, c'était le fait de vouloir faire un design MAMS avec plusieurs médicaments, plusieurs types de traitements comparés les uns aux autres. Donc là, en l'occurrence, 4 bras, et on fait tomber le plus mauvais bras à chaque
différentes évaluations, et ce qui est intéressant puisque ça permet de tester plus de médicaments, et on rappelle que c'est dans les sarcomes d'Ewing, donc une maladie plutôt rare pour laquelle on a du mal à faire des grandes cohortes en comparant juste 2 médicaments. Alors ils sont allés assez rapidement, et je les ai trouvés assez enthousiastes sur l'ifosfamide haute dose qui gagne au fur et à mesure. Donc finalement ils ont fait tomber le premier bras qui était gemcitabine doxorubicine, puis ils ont fait tomber le deuxième bras, ça on le savait déjà, qui était l'irinotécan temozolomide, et ensuite ils ont finalement fait la phase 3 sur la comparaison des 2 derniers bras, en parlant d'une petite supériorité toute relative de l'ifosfamide haute dose en se mettant à ce stade-là. Alors, c'est intéressant. L'ifosfamide haute dose, c'est pas du tout nouveau. C'était fait par certaines équipes. C'est évidemment un bras très toxique, avec les toxicités spécifiques de l'ifosfamide qu'on connaît. Donc, les toxicités neurocognitives et les encéphalopathies, enfin plutôt l'encéphalopathie particulièrement, et les toxicités hématologiques et rénale avec de l'ifosfamide haute dose, évidemment beaucoup moins toxique sur le tube digestif que l'irinotecan. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans cette présentation, c'est qu'elle a été très critiquée, enfin c'était une session critiquée par Katie Janeway du Dana-Farber, qui finalement revient un peu à certaines constatations qu'on a pu avoir, nous ici à Gustave Roussy, sur cet essai. La problématique de cet essai, et donc il faut prendre avec précaution, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler, c'est que il y avait 4 différents bras, mais finalement on n'était pas obligé de randomiser les patients face à 4 bras. On pouvait choisir jusqu'à 2 bras ou plus pour randomiser les patients. Ce qui fait qu'on a des bras qui ne sont pas comparables, puisqu'on tient en compte finalement les traitements qu'ont déjà reçus les patients au moment où ils sont inclus dans ce traitement. Et donc les patients qui ont reçu l'ifosfamide haute dose, en fait, ils peuvent très vraisemblablement être différent des autres patients, et ça questionne énormément. Alors, sauf d'autant que pour faire tomber les bras les uns après les autres, pour pouvoir avancer dans ce type d'études, il faut finalement des arguments assez faibles d'infériorité. Donc on peut faire tomber des bras très rapidement sur une probabilité que le bras soit vraiment inférieur, pas si élevé que ça, et donc un hasard majeur. Et donc finalement, quand on arrive à la phase 3 finale, on sait que l'ifosfamide haute dose est un tout petit peu mieux que temozolomide endoxan, mais on ne peut pas le comparer réellement à irinotecan temodal, ce qui est un bras très utilisé. Donc je pense que c'est un point important à ce niveau-là. Alors j'ai mis une petite surprise au milieu pour parler dans les maladies pédiatriques très rapidement d'épendymome, puisque là on parle d'une phase 1 de durvalumab, donc un inhibiteur de checkpoint, enfin un inhibiteur de PD1, et on a ici une réponse dans un épendymome. Alors ils avaient fait d'autres maladies, des ostéosarcomes avec des maladies stables, avec toute la difficulté qu'on connaît dans l'évaluation des maladies stables dans les ostéosarcomes, mais une réponse partielle dans un épendymome anaplasique, ce qui est quand même assez étonnant et vaut la peine d'être noté, d'être creusé un petit peu. Ensuite, je voulais vous parler d'un nouveau médicament, alors les inhibiteurs de CHEK1, qui sont finalement des inhibiteurs du checkpoint du cycle cellulaire en combinaison à l'irinotecan dans alors ils ont mis des rhabdomyosarcomes et des desmoplastic small round cell tumors. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une étude entre des centres adultes et des centres pédiatriques, ce qui n'est pas anodin, et avec des patients de plus de 21 ans, des patients de moins de 21 ans, et des doses, une escalade de doses un peu différente en fonction de l'âge des patients. Avec une toxicité finalement relativement attendue dans des médicaments qui jouent sur le cycle cellulaire, puisqu'on arrive à une toxicité de type hématologique, qu'ils arrivent bien à juguler avec des traitements soit par du GCSF, soit par du PEG-GCSF. Donc ils arrivent finalement assez bien à se dépatouiller de cette toxicité qu'on connaît et qui n'est pas non plus une toxicité dramatique dans ces maladies. Et on en arrive aux réponses de ces patients. Et donc, on voit un taux de réponse qui n'est pas négligeable pour des patients déjà pré-traités avec finalement une chimiosensibilité toute relative, des desmoplastic small round cell tumors avec très peu de rhabdomyosarcome là-dedans, et notamment des patients qui avaient déjà reçu de l'irinotecan. Donc, on est un peu sur une nouvelle combinaison de médicaments avec un médicament qui s'apparente à un inhibiteur de cycle cellulaire et des taux de réponse plutôt intéressants. Alors là, il y a un peu plus de
de détails. Ce que je voulais juste dire, c'est que malheureusement, comme ça arrive pas si rarement que ça, l'étude a été arrêtée avant la fin, puisqu'on n'avait plus assez de médicaments, et que dans ces maladies rares, ça souligne vraiment les difficultés qu'on peut avoir à développer, mais il y aura peut-être d'autres inhibiteurs comme ça, où on peut peut-être revenir, parce qu'on a des exemples maintenant de médicaments qu'on a réussi à remettre sur le marché là-dedans, avec des réponses, somme toute, assez prolongées. Vous voyez, des patients plus de 20-30 semaines de traitement. Et je vais finir rapidement sur une étude qui vaut la peine d'être soulignée pour à la fois la coopération ici encore entre la pédiatrie et des services d'adultes et des maladies, alors les soft tissue sarcoma non rhabdo, avec la combinaison de tout ce que tout le monde essaye de faire dans ces maladies entre chimiothérapie et du pazopanib ici, avec comme objectif principal la réponse à la chimiothérapie. Et donc, en arrivant juste au résultat à la fin, ils sont plutôt négatifs en disant qu'ils n'ont pas beaucoup de réponses, mais finalement, qu'ils n'ont pas une différence majeure, mais ils ont atteint leur objectif principal, qui est la réponse pathologique. Donc, je trouve que c'est intéressant et que je suis un peu plus enthousiaste que là-dessus. Ok, merci Samuel. Peut-être une question pour rester dans les temps concernant le TLS et son développement actuel. Dis-nous un petit peu dans les sarcomes. Le TLS va avoir une évaluation prospective puisqu'il y a tout un tas d'essais prospectifs randomisés qui sont en train d'évaluer l'apport de l'immunothérapie dans des sarcomes TLS positifs. Donc, tout sarcome différent. Alors, on est plus souvent TLS positif dans le liposarcome, etc. Ça va dépendre des sous-types, mais en tout cas, il y a des essais d'immunothérapie en contexte métastatique et en contexte néoadjuvant. Encore une fois, je pense que le TLS, c'est si des immunologistes m'écoutaient, ils chipoteraient. On ne connaît pas la fonction exacte du lymphocyte. Effectivement, c'est très hétérogène. Le gros avantage, c'est la simplicité de cet outil. C'est une simple immunohistochimie qui peut être faite partout. Donc qui peut être reproductible, faisable facilement, sans partir dans des considérations très complexes qui sont dures à transformer en pratique quotidienne clinique. Et c'est à mon sens ça la force du TLS, malgré le fait effectivement que ce ne soit pas le biomarqueur excellent et parfait de la réponse à l'immunothérapie. Et c'est dû sur les phases 3 qui sont montées, ont la puissance et la qualité potentielle pour aboutir à un enregistrement si elles sont positives ? Alors oui, étant donné qu'on est dans des contextes de maladies rares, ce sera facile, à mon avis, d'enregistrer ces médicaments, même sur des données de grande phase 2. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous et on passera dans quelques minutes aux tumeurs thoraciques.